on a le temps. La cigarette électronique, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Mais encore. Ça n'évoque rien. Vous ne connaissez pas grand-chose? Excusez-moi. C'est pas si nouveau que ça. On n'a pas de recul. Effectivement, pas trop de recul. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop de recul, donc pas tellement de consensus sur le sujet. Encore que, il y a des gens qui ont l'air d'être plus sûrs que d'autres, mais bon. En tout cas, les études, elles sont effectivement encore assez, on va dire, larges sur les résultats, entre guillemets. Comment ça fonctionne une cigarette électronique? Est-ce que vous savez un petit peu le système? C'est de la vapeur, ouais. Et cette vapeur, comment est-ce qu'elle est créée? C'est liquide avec une résistance. Ouais. Il y a une combustion, tu penses? Basse température. Voilà, pyrolyse, quoi. Enfin, en fait, c'est le liquide qui va être chauffé. D'accord? Le liquide va être chauffé par la résistance. Ok? Et le liquide, quand il va rentrer en contact avec cette résistance qui va être chauffée, ça va créer de la vapeur. Cette vapeur, enfin ce liquide, est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Pardon? Ouais. Il y a des produits chimiques, quand même beaucoup moins que dans la cigarette, mais il y a surtout du propylène glycol. Voilà. Donc le propylène glycol, c'est la substance qu'on retrouve notamment dans le liquide de refroidissement des voitures. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on retrouve. C'est aussi quand on est en boîte, quand ils envoient là, on a l'impression qu'ils envoient de la fumée, ça c'est pareil, c'est là ce phénomène de vapeur qui sort, c'était à base de propylène glycol. Donc le propylène glycol, c'est on va dire l'ingrédient principal. Il y a de l'eau, de la glycérine végétale et des arômes synthétiques dans les liquides les plus basiques. D'accord? Le gros problème qu'on a quand même aujourd'hui, c'est que des e-liquides, il en existe pléthore. Et bon, on ne sait plus trop où donner de la tête, on ne peut même plus vraiment les compter. Puisqu'on en achète sur internet, dans des boutiques, on peut même les fabriquer, enfin c'est quand même assez incroyable. Ça c'est une cigarette électronique 1.0, les premières générations, d'accord? Les anciennes, elles sont has-been, celles-ci. Donc à l'époque il y avait la batterie ici, on l'a rechargée, fallait la recharger. L'atomiseur qu'on appuie, donc on appuie sur l'atomiseur pour déclencher le système, hein, d'accord, tout simplement. Et ici, on avait le liquide. Et donc, quand on enclenchait l'atomiseur, ça chauffait le liquide et ça permettait du coup de vaporiser la vapeur. Enfin, de créer la vapeur et de vapoter. Donc ça, c'est les anciennes générations. En 2013, le rapport de l'OFT signalait qu'il y avait la présence avérée de produits cancérigènes dans la vapeur. C'est pas parce qu'il y avait produits cancérigènes que tout de suite on allait attraper le cancer. Il y a des produits cancérigènes partout dans l'air. Donc à prendre avec des pincettes. Néanmoins, c'est pas si anodin que ça le e-liquide. Et plus récemment, on a vu la présence de formaldéhyde. Ça fait beaucoup parler de. Ça c'est une étude qui a fait beaucoup parler d'elle. Donc formaldéhyde et diacétyl. Je vais y revenir après. Juste peut-être pour l'histoire. Vous savez de quand date la cigarette électronique historiquement? Quand est-ce qu'elle a été inventée? Pardon? Non? C'est très vieux, enfin, je crois que c'est dans les années 70, il me semble, peut-être même avant, je ne sais plus. Ça a été breveté aux États-Unis, sauf que ça fait un énorme flop, pas du tout marché, donc voilà, c'est tombé un peu enfin, c'est resté dans un fond de tiroir. Et puis, je crois que ça s'appelle Lincoln, c'est un Chinois qui a vu son père mourir d'un cancer et qui s'est dit, bon sang, il faut trouver une solution pour libérer le fumeur du tabac, mais garder quand même ce plaisir de
fumer entre guillemets. Et donc il a remis au goût du jour la vaporette, enfin la e-cigarette. Et ça a été remis en place là avant les années 2010 ou début 2010. Et effectivement, il y a eu un essor, entre là 2010 et 2014 à peu près. Il y a eu un gros essor. Mais bon, entre-temps, ils se sont quand même vachement plus améliorés sur les dispositifs. À la base, a priori, ça venait plutôt d'une idée plutôt positive. Aujourd'hui, c'est quand même essentiel. Enfin, il y a quand même les cigarettiers qui sont sur le coup. On est un peu moins sûr que ce soit pour que les gens ils arrêtent véritablement de fumer. Donc, voilà pour l'historique. Donc présence de diacétyl et de formaldéhyde. Alors le formaldéhyde, hautement cancérigène, selon la dose, on s'est rendu compte qu'il y en avait dans la e-cigarette. Plus le liquide est chauffé, plus la quantité de formaldéhyde va être importante. Il y a une étude qui avait montré des niveaux de formaldéhyde très élevés, donc oh là là, attention, c'est très cancérigène, sauf que en regardant bien précisément l'étude, on s'est rendu compte que le liquide il ne peut pas être chauffé autant par un être humain. Encore une fois, c'est des études, des fois c'est fait avec une certaine méthode. Ce que l'on sait, c'est que les fumeurs qui ont besoin d'une grosse dose, entre guillemets, ont tendance à plus chauffer le liquide. Ils vont rester appuyés, puis ça va faire... On a l'impression qu'ils prennent une dose énorme. Bon, bah là, effectivement, la quantité de formaldéhyde, elle va être plus importante. Néanmoins, ça reste des doses qui peuvent être... qui sont pas très bonnes pour la santé, mais on est quand même très loin des doses qui avaient été énoncées initialement dans l'étude. Donc à prendre avec des pincettes. Et ensuite, le diacétyl, ça, on en trouve notamment dans l'agroalimentaire. C'est un produit quand même qu'on consomme assez régulièrement, pareil, mais qui est quand même cancérigène. Et c'est surtout cancérigène, c'est pas du tout ce que je voulais dire, peut-être que c'est cancérigène, mais ça je ne sais pas. C'est que le diacétyl, il est un peu embêtant, notamment pour les personnes qui ont des problématiques respiratoires, ou en tout cas qui ont on va dire, un système respiratoire sensible, inflammatoire. En fait, ça augmente l'inflammation, le diacétyl. C'est d'ailleurs pour ça, peut-être, qu'il y a pas mal de vapoteurs qui rapportent, des fois, ils toussent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais il y a les vapoteurs, souvent, la principale gêne qu'ils ressentent, c'est ça gratte la gorge et c'est irritant. Voilà, c'est un petit côté irritant. Donc, potentiellement, ça peut être dû notamment à ce produit. Encore une fois, le formaldéhyde, le diacétyl et tous les autres produits qu'on va retrouver dans la vapeur, ce sont finalement des produits qui sont issus de la... Pas de la combustion, mais en tout cas du fait que le liquide soit chauffé. Ils ne sont pas présents naturellement dans le liquide, c'est vraiment le système de je chauffe le liquide, la vapeur se crée, dans cette vapeur, il y a des nouveaux produits qui se sont créés. Comme dans le principe du tabac. Donc au niveau des liquides, comme je le disais tout à l'heure, il y en a pléthore, quoi. Il y avait même pendant un temps, ils avaient inventé le goût Montpellier, le goût Marseille. Alors bon, on ne sait pas trop à quoi ça avait goût, mais en tout cas, voilà, c'était sympa. Donc ils doivent prendre la pollution par ville et puis la mettre dans le liquide. Bon bref, en tout cas, voilà, c'est très marketing aussi tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de CO, il n'y a pas du tout de monoxyde de carbone et de goudron dans la vapeur, ok, puisque là, il n'y a pas la combustion comme dans la cigarette. Et il y a quand même un rapport qui mettait en avant que ça avait quand même l'intérêt de réduire considérablement l'apparition de certaines maladies, notamment cardiovasculaires. Parce que sur le plan respiratoire, la cigarette électronique, elle est franchement pas recommandée. C'est toujours pareil. Ça dépend dans la gestion des risques. Pour une personne qui a une maladie pulmonaire, il vaut peut-être mieux qu'elle fume la e-cigarette, qu'elle vapote plutôt qu'elle ne fume. Mais néanmoins, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus recommandé. Par contre, pour les maladies coronariennes, c'est vrai que selon ce rapport, en tout cas, ça a un intérêt certain. Donc, en gros, la majorité quand même des rapports, même le dernier là, de l'OMS, il y a pas mal de gens qui ont un petit peu déformé les propos de l'OMS. Ils disent la même chose que la HAS et que tous les autres rapports, c'est que effectivement, c'est moins toxique que la cigarette, d'accord, mais c'est pas du tout un produit bon pour la santé et anodin. Donc on reste évidemment vigilant quant à son utilisation. Encore une fois, une personne qui est vraiment dans un projet de sevrage et qui veut utiliser la cigarette électronique pour l'aider à arrêter tout, évidemment, on ne peut que l'encourager et lui dire «
faites comme vous le sentez, puisque de toute façon, si c'est comme ça qu'il l'envisage, faut qu'on respecte son projet. Par contre, les gens qui fument la cigarette qui vapotent et qui fument en même temps, bon bah là, aucun intérêt. Les gens qui vapotent, soi-disant qu'ils ont arrêté de fumer depuis 5 ans et qui continuent de vapoter, dommage. L'objectif, c'est quand même pas de garder la consommation à vitam aeternam. Sinon, en fait, on reste complètement addict en soi, on continue à être dépendant de la substance. C'est d'ailleurs un petit peu le problème et la problématique soulevée par la cigarette électronique, c'est que ça a quand même le risque, c'est quand même de maintenir la personne dans sa consommation. D'une part, par la gestuelle, c'est quand même très proche de la cigarette. Donc le risque, c'est qu'effectivement, la personne remplace la cigarette par la e-cigarette, mais sans avoir derrière un véritable arrêt de consommation. En plus de ça, la cinétique de la nicotine, donc c'est pas un véritable shoot nicotinique quand on vapote, encore que les nouveaux dispositifs, on a un peu des doutes là-dessus, mais la cinétique de la nicotine, elle montre quand même des niveaux plasmatiques en nicotine qui sont similaires à la nicotine. Donc si on revient sur notre petit schéma là que je vous ai présenté tout à l'heure, on va pas avoir un shoot, on va plutôt avoir quelque chose qui va se dessiner, vous voyez, comme ça va augmenter lentement. Mais quand même, ça va atteindre des niveaux plasmatiques similaires à la cigarette. Donc des grosses quantités de nicotine quand même. Et ça, c'est quand même embêtant ça. Donc attention au potentiel addictif du coup de la e-cigarette. L'autre problème, c'est que parfois c'est un mode d'initiation et que notamment chez les jeunes, ils vont commencer par ça et puis ensuite ils vont passer à autre chose. Ok ? Et la dernière chose, c'est la renormalisation du tabac. Les gens vapotent dans les bureaux, vapotent au resto, vapotent au cinéma, genre c'est normal quoi. Donc bon, il n'y a pas d'études qui montrent qu'aujourd'hui la vapeur, il y a du vapotage passif, encore que si forcément il y en a, puisqu'on les respire ces vapeurs, mais on ne connaît pas les dégâts que ça peut faire. N'attendons peut-être pas de voir les dégâts que ça va faire avant de l'interdire quoi. On a bien trop attendu pour le tabac et voilà les dégâts que ça a fait chez les fumeurs passifs. Moi, dans mon réseau, j'accompagne des patients qui sont des fumeurs passifs, qui ont des maladies respiratoires, les maladies du fumeur, sans avoir fumé une cigarette de leur vie. Donc, c'est pas un leurre, quoi. Et il y a aussi une nouvelle forme de tabagisme, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, c'est le tabagisme résiduel. De plus en plus d'études sur ce sujet, c'est tous les résidus du tabac dans les tissus. Donc, par exemple, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de l'arrivée d'un enfant, c'est sûr que quand on va accueillir notamment un enfant, il est largement recommandé de fumer le plus possible dehors parce que tout ce qui va être dans les tissus, les coussins, les sols, les tapisseries, les enfants qui marchent à quatre pattes, qui mettent les mains à la bouche, ils se prennent une quantité de résidus du tabac très important. Et donc même nous, sans forcément marcher à quatre pattes et mettre les mains dans la bouche, on les touche au quotidien sur les vêtements, sur les rideaux, voilà. Donc il faut être assez vigilant avec ça. Et il y a des études assez intéressantes sur ce sujet qui montrent que ça va être peut-être la problématique de demain, quoi. Donc évidemment, on encourage à fumer le plus possible dehors, dans la voiture. Catastrophe la voiture, c'est un endroit qui est plein de résidus du tabac et avant, même si on arrête de fumer, que ça fait 3 ou 4 ans qu'on a arrêté de fumer, il y a toujours des résidus quoi. Ça met vraiment du temps à partir. Donc voilà pour les problématiques soulevées par la cigarette électronique. Vous en voyez beaucoup des gens vapoter dans votre entourage, vapoter dans des endroits où c'est plus autorisé de fumer. Et ouais, et vous leur dites quoi ? Vous leur dites rien ? Des fois, c'est super gênant parce que ça fait beaucoup de fumer. Ouais. C'est ça, hein. Mais il y en a, ils vapotent, ils ont allé C'est ça. Ah ben oui. C'est super dans les pattes, c'est super gênant. Moi, voilà, personnellement, je trouve ça assez perturbant, effectivement. Et puis en plus, c'est un peu irritant. Les gens qui sont un peu gênés, franchement, c'est pas cool, quoi. Donc bon, voilà. En tout cas, on est dans nos droits de dire, en fait, va vapoter ailleurs. Bon, en théorie. Après, on peut peut-être se retrouver avec quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec nous. Et alors, le problème soulevé, c'est que maintenant, nous avons les cigarettes 2e et 3e génération, ou 2.0, 3.0. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une vapeur énorme. C'est les effets la bottom-up ou je ne sais pas quoi, là, parce qu'il y a tout un lexique associé à la cigarette électronique. C'est incroyable. Il y a des sites internet dédiés à la cigarette électronique. Et l'autre jour, il y avait un lexique. Je vous jure, il était énorme. Il y avait plein de mots que je connaissais pas, donc bottom up, machin, get up, je sais pas quoi. Donc il y a plein de trucs de fou. Et donc ça là, ces petites choses là, c'est les 3e génération. Donc vous avez vu déjà l'outillage quoi.
je vais vous dire, il faut avoir presque passé un diplôme pour savoir l'utiliser, quoi. Donc on peut en fait la régler d'une certaine manière à faire beaucoup de vapeur, une vapeur très foncée, une vapeur claire, une vapeur comme si... Donc c'est incroyable. Franchement, c'est des systèmes hyper développés. Et donc là, on n'est plus sur la petite e-cigarette initiale qui envoyait sa petite dose de vapeur. Là, c'est autre chose. Donc c'est pour ça qu'en fait, on se rend compte que là, c'est en train de nous échapper complètement. Et donc, dans les études, on ne peut pas faire des études qui vont avoir finalement une preuve scientifique de haut niveau parce que tous les liquides sont différents et tous les dispositifs sont différents. Donc, selon si vous fumez, si on vapote ça, si on vapote ça ou si on vapote ça, l'effet ne va pas être le même. D'accord ? La quantité plasmatique de nicotine ne sera pas la même. Même si on utilise le même e-liquide. Parce qu'il y a des dosages dans les e-liquides qui ne sont pas hyper fiables. Donc, en fait, c'est très compliqué de la prescrire, entre guillemets, pour essayer d'arrêter de fumer. Et c'est aussi très difficile d'évaluer les effets qu'elles peuvent avoir, puisqu'elles sont tellement différentes que d'un point de vue méthodologique, finalement, les études n'arrivent pas à s'entendre. Quand il y a des méta-analyses, les méthodologies sont très différentes, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrive pas à se prononcer véritablement sur son efficacité réelle, quoi. Vous avez déjà vu toutes ces petites choses ? Enfin, c'est celle-ci, là ? Donc c'est ça, hein, qui font les grosses vapeurs très épaisses et très importantes. Donc, juste par curiosité, si vous tapez e-cigarette ou un truc comme ça, vous allez tomber sur un site qui est un petit peu dans un style américain là, des années... c'est comme dans le film Grease, là, je sais pas quoi, là, mince. Bon bref, c'est un style un peu particulier. Et alors là, il y a plein d'informations sur les mots, les termes pour... de toute façon, quand on rentre dans une boutique de e-cigarette, ça parle un langage qu'on ne connaît pas, quoi. Donc c'est un petit peu ça la dérive et la limite aussi de ces dispositifs. Au niveau des chiffres, donc là dans le dernier baromètre santé, 41,7% des 18-75 ans déclarent avoir essayé la e-cigarette. C'est pas mal, franchement, ça a augmenté. 3,8% de la population consomme la e-cigarette, pardon. 41% de ces 3,8% la consomment quotidiennement, selon le baromètre. Et presque 60% des vapoteurs quotidiens sont aussi des fumeurs. Donc en fait, c'est un peu ça ce qui est embêtant, quoi. C'est qu'au final, ça permet aux fumeurs de vapoter dans les endroits où ils ne peuvent pas fumer. Souvent, c'est un petit peu ça. Un jour, un patient me dit, oui, donc j'essaie d'arrêter de fumer, j'ai pris la vapoteuse. C'est vrai que dans le bain, c'est plus sympa. Je dis dans le bain, mais je dis, vous fumiez dans le bain avant ? Il me dit, bah non, pas jamais. Donc en fait, il essaye d'arrêter de fumer, mais du coup, il prend la vapoteuse et il fume dans des endroits où il consomme dans des endroits où il fumait pas d'habitude. Ça n'a pas de bon sens, quoi. C'est dommage de faire ça. Donc oui, la vapoteuse dans le cadre du sevrage tabagique, moi, effectivement, je dis pourquoi pas. Par contre, il faut que ça reste dans le même cadre que s'il consommait une cigarette, qui change pas ses habitudes avec la vapoteuse, parce que là, pas trop d'intérêt. Au niveau donc des études qui présentent la e-cigarette comme un traitement de substitution, il y en a donc pas mal d'études qui s'intéressent à ça, même beaucoup. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence significative dans l'abstinence à 6 mois entre la e-cigarette nicotinée, avec des liquides à base de nicotine, et les patchs. C'est pas plus efficace, c'est pas moins efficace. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'a priori, les gens qui vapotent fument moins de cigarettes quotidiennement. Alors que les gens qui sont sous patch, ceux qui n'arrivent pas à se sevrer, ont tendance à fumer plus que s'ils avaient la cigarette électronique. Et là, je vous ai mis une diapo qui met un petit peu en évidence aussi toutes les contradictions. C'est qu'il y a une étude qui dit qu'il n'y a pas de différence significative dans l'abstinence à 1 mois entre une e-cigarette à base de nicotine et une e-cigarette à base de non-nicotine, quoi, où le liquide n'a pas de nicotine. Par contre, dans une méta-analyse, on voit l'inverse. Donc en fait, c'est très compliqué d'avoir une réponse parce que souvent, on voit des contradictions. Ça dépend de la méthodologie, ça dépend des dispositifs utilisés. C'est très complexe. Par contre, une récente étude a mis en évidence que quand même un vapoteur diminue ses chances de sortir du tabagisme de 28%. Ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être qu'il va en tout cas arrêter de fumer, mais le risque quand même, c'est qu'il conserve le geste, les habitudes, les rituels, donc c'est d'y retourner à un moment donné. Donc voilà, tout ce qui est sûr, c'est que
les données de la littérature quant à l'efficacité et l'innocuité de la cigarette électronique, c'est encore insuffisant. Je ne sais pas si un jour ça sera suffisant, puisque d'un point de vue méthodologique, c'est très compliqué de faire mieux. En tout cas, on reste très vigilant quant à son utilisation. Ok ? Donc en résumé, c'est certainement moins nocif, mais une vigilance quand même, notamment chez les jeunes et les femmes enceintes, d'accord ? On évite de vapoter aussi enceinte, c'est quand même pas trop recommandé. Et quand on doit éventuellement conseiller les patients par rapport à la e-cigarette et au e-liquide, c'est d'acheter des liquides qui respectent les normes AFNOR. Voilà. C'est la seule chose qu'on peut éventuellement recommander. Je suis incapable de vous dire où est-ce qu'on trouve des e-liquides qui respectent les normes AFNOR. Voilà. Puisque ça, c'est compliqué à savoir. Voilà grosso modo ce que l'on sait, ce que l'on dit de la e-cigarette. J'ai re-regardé, j'ai fait une petite veille là, de la littérature sur le sujet. À part le rapport de l'OMS là, qui est vraiment sorti il y a quelques jours, en quelques semaines, il n'y a pas de nouveautés spécifiques à ce sujet, quoi. Si ce n'est que les nouveaux dispositifs commencent vraiment à effrayer un petit peu plus, quoi. Et ensuite, nous avons des nouveaux dispositifs. Est-ce que vous avez entendu parler de IQOS, du tabac chauffé, de Juul, pas le chanteur, hein. Mais est-ce que ça vous parle, ça? Pas du tout. Alors ça, c'est les petits nouveaux. C'est les petits nouveaux qui à mon avis, devraient pas trop tarder à se développer chez nous. Il me semble, aux dernières nouvelles, je ne crois pas que ce soit vendu dans les bureaux de tabac en France. Je ne crois pas. Bon, en tout cas, on peut se les procurer sur Internet sans problème. Peut-être que maintenant, c'est le cas. Donc, il existe en fait maintenant des nouveaux dispositifs. Donc là, c'est vraiment des dispositifs hybrides. Là, on est entre la cigarette et la vapoteuse, pardon. Donc, c'est ce qu'on appelle le tabac chauffé. Donc, on a IQOS, Glo et Plum. IQOS, ça a été, c'est mis en place par Philip Morris. C'est un petit peu la cigarette de demain. Donc là, Philip Morris, il communique là-dessus comme étant un moyen de fumer sans avoir trop de problématiques de santé. On y croit. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on restera bien dépendant. Il n'y a pas de souci, mais a priori, on aura moins de problèmes de santé. L'autre jour, je regardais sur Internet, ils ont, je ne sais pas sur quelle chaîne d'information, où il y a des infos toute la journée, là, peut-être BFM ou un peu comme ça. Ils les ont interviewés, ils ont fait parler le porte-parole de Philip Morris. C'est toujours très amusant de les entendre parler à la télé, ces gens. Et donc, IQOS, en fait, c'est ça, hein, c'est cette petite chose. Donc là, le tabac, en fait, il y a une cartouche de tabac qui va être mise dans le dispositif. Et en fait, cette cartouche de tabac, elle va être chauffée à 300-350 degrés. Ok. Donc là, il y a du monoxyde de carbone. Soyons clairs, hein, ils disent non, si, il y a du monoxyde de carbone, il y a des goudrons, il y a la totale. Et en plus, dans ce dispositif-là, il y a des pics des shoots nicotiniques. Donc en fait, on est exactement sur le même principe que le tabac, avec un petit peu moins de produits, certes, mais concrètement, au congrès de tabacologie de l'année dernière, la personne qui est spécialisée dans ces dispositifs, elle a dit pas du tout un outil à utiliser dans le cadre du sevrage tabagique. J'ai des patients qui sont venus avec ça un jour en consultation pensant avoir fait l'affaire du siècle. Bon, dommage, mais en fait, pas du tout. Donc si vous entendez parler de ces dispositifs, voilà, c'est l'avenir de Philip Morris. Et d'ailleurs, il était très fier, là, le type, de raconter que ce dispositif hybride va bientôt être un objet connecté pour connaître les habitudes de consommation des fumeurs. Et que c'était une révolution et que ça va améliorer du coup... améliorer le bien-être et la qualité de vie des fumeurs. C'est formidable. Donc bientôt, nous aurons une cigarette IQOS connectée. Voilà. On saura exactement quand on fume, à quelle intensité de bouffée. Peut-être même ça sera géolocalisé, quoi. Donc on saura où est-ce qu'on fume plus. Enfin, formidable. Voilà l'avenir des cigarettiers, et ça marche vachement bien, notamment dans les pays qui sont très connectés. Ils en sont absolument fans. D'ailleurs, ils ont été particulièrement dans les pays, plutôt les pays d'Asie, où ça marche très bien.
Et Joule, c'est encore autre chose. Ça, c'est fait avec des sels de nicotine, SEL. Et alors là, je suis pas trop experte de ça. Il faut savoir que dans la nicotine, il y a une partie qui est libre et une partie qui est pas libre. Bon bref, c'est un autre dispositif, c'est pareil, c'est connecté. Vous voyez, c'est une petite clé USB. Je sais pas exactement comment ça fonctionne parce que c'est vraiment très très nouveau. Mais voilà, tout ce que je sais, c'est que c'est à base de sel de nicotine et que c'est autant pourri que le tabac chauffé ou le tabac classique, quoi. On est vraiment sur pas du tout des dispositifs pour aider les gens à arrêter de fumer, mais plutôt pour essayer juste de faire croire aux gens que ça sera mieux pour leur santé, quoi. Voilà, sachez que ça existe, si vous en entendez parler. Voilà pour la nouveauté. Quelques sources bibliographiques par rapport à la e-cigarette. Je vous ai mis les études principales. Elles sont disponibles en PDF. Après, vous pouvez les enregistrer si ça vous intéresse. C'est assez long et chiant à lire, mais bon, en tout cas, c'est quand même intéressant de les avoir. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez l'impression d'avoir appris des choses ? C'était intéressant ? Ouais. Alors, je vous propose du coup des cas cliniques pour terminer. Il reste, je sais pas combien de temps, peut-être qu'on est très... Oh, bah, il reste, je vais essayer de vous faire finir à l'avance, je sais que c'est important. Donc les cas cliniques, on va en faire au moins 2 si possible. Je vous les présente. L'idée, c'est que chacun dans votre coin, vous réfléchissez peut-être à 2-3 choses que ça peut vous évoquer. Et après, en grand groupe, on essaye d'en discuter et de voir comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins de nos patients. Donc le premier cas clinique, donc un patient atteint d'une BPCO qui fume 1 paquet par jour depuis 35 ans, vous fait part de ses inquiétudes concernant le tabac et sa santé. Il vous explique qu'il n'est pas vraiment prêt à arrêter de fumer, mais il a commencé à diminuer sa consommation de cigarettes. Il fume un peu moins car il est passé au roulé. Il vous demande des conseils. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller ? Donc prenez 1 ou 2 minutes, voilà, pour réfléchir à, on va dire, aux informations clés à délivrer à Monsieur BPCO. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Monsieur BPCO? La première chose à dire. Ah, bravo, je vous félicite. Première chose à faire systématiquement, on valorise. Je ne le dirai jamais assez. Donc effectivement, on valorise ce patient pour la démarche qu'il entreprend. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ouais, absolument. Alors, très bien. Alors, comment on fait pour lui dire sans lui faire la morale, sans le vexer, sans que... Voilà. Comment on peut faire? S'il est un peu dépressif, qu'il a un petit coup dans le moral, ça risque de le mettre mal. Comment on peut le faire alors? Sous forme de question. Ouais. Est-ce que passé au roulé parce que, en tout cas, vous êtes passé au roulé, est-ce que parce que vous pensez que c'est moins toxique, parce que... Tout à fait. Partir des connaissances du patient. Pourquoi est-ce que vous êtes passé au roulé? Ah ben je suis passé au roulé parce que j'en fume moins, que ça me paraît mieux pour ma santé. Effectivement, donc là c'est là où je disais on peut valoriser le fait que c'est effectivement très intéressant et lui demander tout simplement est-ce que vous voulez que je vous explique un petit peu la différence entre le tabac roulé et le tabac industriel. Alors ça vous paraît peut-être aussi particulier, mais des fois de demander l'autorisation de délivrer une information c'est intéressant parce que la personne, si elle vous dit oui, ça veut dire qu'elle est prête à recevoir l'information. Moi des fois j'ai des patients qui me disent non là ça ne m'intéresse pas, ça pour l'instant c'est trop tôt. Pas de souci. On ne délivre pas une information si la personne a pas envie de l'avoir. Parce qu'en fait, au final, on va la dire, on va se dire chouette, j'ai fait mon boulot, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle l'intègre. Donc, on va lui demander, ben voilà, est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu justement de la cigarette roulée, industrielle? En général, le patient, quand on lui demande, c'est vrai qu'il dit plutôt oui, ça arrive qu'il dise non. Et quand il dit oui, on lui, alors déjà, avant, on lui demande, selon lui, est-ce que vous savez un petit peu la différence qu'il y a entre les deux? Toujours intéressant de partir des connaissances. Et ensuite, on va amener l'information vraie.
Et en général, quand on l'amène de cette manière-là, le patient est un petit peu plus préparé à recevoir ce qu'on va lui dire. Et surtout, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il va faire de cette information? En tout cas, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Pour tout de suite qu'il puisse véritablement l'intégrer. Donc effectivement, voilà, on peut l'informer sur les cigarettes roulées de cette manière-là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour ce patient? Qu'est-ce qui pourrait l'aider dans sa démarche? Parce qu'il a l'air quand même assez près là. Voilà. Lui dire qu'il existe des professionnels éventuellement, que si ça peut l'intéresser, vous pouvez éventuellement l'orienter vers une personne. Vous pouvez lui dire, est-ce que vous avez entendu parler de la substitution nicotinique, lui demander un petit peu ce qu'il en pense, si c'est quelque chose qui l'intéresse. Encore une fois, moi, il y a des personnes qui me disent, ah là là, hors de question, moi jamais. Pas de substitution, c'est clair. Bon, bah la deuxième consultation, il est patché. Donc la première, c'est trop tôt, la deuxième, c'était bon moment. Donc parfois, ça peut valoir le coup de lui demander s'il est intéressé pour ça. Donc voilà, grosso modo, pour ce patient. Hein, la première chose, on valorise. On essaye d'apporter une information vraie sur cette information, sur cette notion de je fume des cigarettes roulées parce que c'est mieux pour moi. Et on lui propose éventuellement une orientation ou en tout cas des conseils en substitution nicotinique. Et on l'encourage, évidemment. Allez, un deuxième cas clinique. Une femme de 32 ans vient en consultation et vous explique qu'elle ne fume pas beaucoup, seulement 4 ou 5 cigarettes par jour. Elle se considère comme une petite fumeuse et n'envisage pas d'arrêter de fumer tout de suite, mais quand même, elle se dit que quand elle aura passé 40 ans, la cigarette, ça sera terminé. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette femme? On valorise. Le mot-clé de la matinée, c'est on valorise. Voilà. Ouais. Pardon? Positivement? Absolument. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est déjà bien d'y penser et de se projeter là-dedans. Ouais. Alors, effectivement, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à 40 ans, vous serez plus prête qu'aujourd'hui? Surtout pas lui demander pourquoi est-ce qu'elle n'est pas prête aujourd'hui. Parce que là, sinon, on est dans ce qu'on appelle du discours maintien. On maintient la personne dans sa consommation. Donc elle se projette positivement à 40 ans, mais qu'est-ce qui fait qu'à 40 ans, vous serez plus prête, quoi? Oh, les enfants seront plus vieux, j'aurai peut-être moins de stress, je dis n'importe quoi. Hein. Mais elle va forcément évoquer des motivations, entre guillemets. Ok. Et elle dit quelque chose quand même d'important, elle dit qu'elle est petite fumeuse. Qu'est-ce qu'on dit là? Ouais. Donc on essaye de lui apporter une information sans lui faire non plus peur, hein. Mais pour que la personne prenne conscience quand même que la quantité n'est pas forcément révélatrice de l'intoxication, d'accord? Donc toujours pareil, on lui demande si elle est d'accord pour en discuter. Est-ce que vous voyez autre chose à dire? Voilà, si jamais c'est un sujet en tout cas qu'elle aborde, absolument lui en parler. Attention par contre effectivement de ne pas amener la motivation nous, parce que des fois on a tendance, vous n'avez pas encore d'enfant, peut-être que quand vous aurez un enfant ce sera le moment d'arrêter de fumer. Peut-être, mais l'idée c'est que ça vienne d'elle, c'est que ce soit elle qui les verbalise, les motivations. Mais effectivement, c'est sûr que si elle n'a pas encore eu d'enfant, ça peut être une motivation pour elle. Ok. Et un dernier, rapidement, en consultation, un patient vous fait part de son souhait d'arrêter de fumer. Il fume 1,5 paquet par jour depuis 30 ans. Il veut utiliser des substituts nicotiniques, mais ne sait pas ce qu'il doit prendre ni comment. Comment pouvez-vous l'aider? Qu'est-ce que vous pouvez faire là pour l'aider?
fumeur qu'il est. Hein. Donc toujours, alors on essaye de ne pas trop en parler dans les consultations, mais à la première on est bien obligé à l'anamnèse. Un peu voilà, savoir combien de cigarettes il fume, comment ça se passe dans la journée. Donc ça peut être intéressant là de faire passer le questionnaire du Fagerstrom pour voir un petit peu le niveau de dépendance physique. Voilà. Effectivement, on peut aborder avec lui la substitution nicotinique puisque c'est ce qu'il veut, donc lui présenter ce qui existe et lui expliquer l'avantage des substituts par rapport à, enfin, d'un substitut par rapport à l'autre, et surtout toujours parler là de cette notion un petit peu de la substitution nicotinique, c'est pas un produit miracle, mais c'est quelque chose qui va vous aider. Vraiment le présenter comme tel pour que le patient ne soit pas déçu. Parce que quand ils investissent trop un outil, si ça ne marche pas, c'est vite décevant. Par exemple, j'ai des patients, ils vont voir un hypnothérapeute et au bout de la première séance, ils n'ont pas arrêté de fumer. Ça ne marche pas. Ben non, c'est peut-être parce qu'il faut encore y retourner une deuxième et une troisième fois. Donc ça, c'est important aussi de dire que le temps, c'est important, enfin, ça va être important de prendre son temps dans ce projet-là. Donc voilà. Et puis voilà, pas plus hein, sur ce patient, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Et évidemment, on le valorise. Donc évidemment, on peut lui proposer aussi peut-être un accompagnement spécifique si jamais il en ressent besoin. Toujours l'interroger aussi sur comment il envisagerait lui son sevrage. À la fin de la consultation, ce qui est toujours intéressant, c'est de, voilà, pourquoi pas lui donner un objectif. Donc un objectif, ça peut être genre, je réfléchis à ce que je vais prendre comme substitut, hein. C'est un objectif. C'est pas forcément j'arrête de fumer. Mais qu'à la fin de la consultation, il y ait quelque chose en tout cas à faire, que le patient aura à faire, et sur lequel vous pourrez rediscuter à la séance d'après. Oui. Et comment on sait du coup la dose qu'on doit prescrire pour les patchs? Alors, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, quand on utilise tous ces substituts oraux, donc les gommes ou les comprimés, on peut, voilà, une cigarette, une gomme. Le patch, par exemple, 21 mg, entre 15 et 20 cigarettes, 21 mg, ça peut être une bonne dose. Et ce que j'ai expliqué, on peut quand même, en même temps, prescrire des gommes ou des comprimés, parce que c'est très rare d'avoir un surdosage. Et après, en fonction de la quantité de cigarettes, pour que ce soit le plus simple, après bon, il y aura forcément peut-être d'autres professionnels qui vous diront autrement, mais moi ce que j'essaie de faire au plus simple pour les personnes qui sont moins spécialistes, genre je multiplie le nombre de cigarettes fumées par 2. Parce que c'est, allez, au moins 2 mg par cigarette. Donc genre 20 cigarettes, bah, on peut aller jusqu'à 40 mg de nicotine, on prend peu de risques. Donc ça veut dire que on peut donner un patch et 10 bonbons, enfin entre 8 et 10 bonbons à consommer. Voilà, ça peut être on va dire un ordre d'idée. Après sur internet, sur les sites des comme je vous disais, Nicotine, Nicopatch et tout ça, des fois ils ont des conseils sur la prescription, sur le dosage. Ça peut être intéressant des fois. Voilà. Vous n'avez pas de questions? Quand on seuil du patch, on diminue la dose. Tout à fait. C'est ça, on n'enlève pas tout de suite le patch. Hein. Si on est à 21 mg, on descend à 14 puis à 16. Et si on est à 7 mg, moi des fois je conseille aux patients enlever le patch une journée, 2 journées, peut-être le faire progressivement. Après, il y a des gens qui l'enlèvent du jour au lendemain, ça leur va bien. Mais il y en a, ils ont peur. Hein. Je vous assure qu'il y en a, ils se disent, oh là là, qu'est-ce que je vais devenir sans le patch? Donc, ils l'enlèvent une journée pour voir comment ils réagissent, puis progressivement, 2 jours, 3 jours, ça peut être un moyen. Merci pour votre attention et passez une bonne fin de journée. Et si jamais, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une question à ce sujet. Je peux vous laisser des cartes ou voilà. Bonne journée à tous. Ben, c'est peut-être, alors c'est pas ICOS, mais c'est peut-être Glow ou Plume. Les autres, c'est des nouveaux dispositifs, on charge des cigarettes. Est-ce que c'est un système en fait où la fumée, c'est parce que la cigarette ne se consomme pas toute seule? J'avoue que c'est tellement des dispositifs un peu nouveaux, les technologies sont un peu cachées puisque c'est pas encore, les brevets sont pas encore disponibles.